Chers amis du Cercle Aristote, bonjour. Aujourd'hui, nous recevons Rémi Tell. Rémi, bonjour. Tu viens Bonjour, nous présenter ton ouvrage, un petit brûlot bien senti, Vaincre le Covidisme, l'appel à la jeunesse, qui vient de paraître sur nos presses Perspectives Libres, hein, avec nos très belles couvertures du camarade Jean-Philippe. Je voulais voir avec toi, parce que bon, tu étais un archétype du jeune homme de ce que Jérôme Sainte-Marie appellerait le bloc élitaire classique, donc formation Sciences Po, et puis à un moment, comme on disait dans les ordres, tu te défroques sur l'aspect sur la question du pass sanitaire, ou appelons-le le sésame citoyen pour plaire à YouTube, hein, c'est-à-dire cette autorisation citoyenne de sortie et de vie qui est accordée à toute personne qui accepte de se faire injecter la fameuse mixture et de ne pas prendre, oh là là jamais, la potion de Panoramix, le Gaulois de Marseille. Or, comment on a pu, pour pouvoir sauver, d'ailleurs, est-ce qu'on a sauvé qui que ce soit? Très difficile à dire. Pour pouvoir maintenir le rythme de vie des boomers, comment on a pu hypothéquer le fait de vivre chez les jeunes, est-ce que tu sais à ceux que tu t'adresses, sans qu'ils mouftent, alors qu'ils sont opposés au truc. Toutes les études nous le disent. Mais comment ça se fait qu'ils n'ont pas moufté? Ils n'ont pas moufté parce qu'on les a terrorisés en nous présentant des cas soi-disant innombrables de jeunes en réanimation ou atteints de Covid long. On les a culpabilisés. Aux fêtes de Noël dernière, tu te rappelles qu'on disait qu'on n'allait pas tuer papy et mamie autour de la bûche. Et là, le même cirque est en train de recommencer. Et puis surtout, et c'est pas la condescendance parce que j'appartiens à cette génération, on les a un peu abrutis en leur disant l'horizon de votre vie, c'est Netflix. Maintenant, l'horizon de la vie, l'horizon de la vie d'un jeune homme, d'une jeune femme, ça ne peut pas être Netflix. On a un sens à donner à nos existences. Le combat peut permettre de donner ce sens et force est de constater que depuis le début du mouvement contre la potion et contre le sésame, on a vu assez peu de jeunes dans les manifestations. On n'a pas eu de collège, de lycée, de facultés bloquées, alors que c'est pourtant un âge où parfois on trouve tout prétexte pour organiser la fermeture de son établissement. C'était assez paradoxal et assez étonnant, et d'où l'idée de ce livre pour appeler la jeunesse au réveil. Mais parce que si tu veux, on va prendre les choses dans l'ordre. On leur a dit d'abord, on a joué sur leur sens civique qui est plus développé que ce qu'on croit. On leur a dit, si vous éternuez sur mamie, elle est froide. Bon, très bien. C'était le fameux mème, faire pisser Médor tue. Et si tu veux, ça a joué. Ils ont intériorisé une culpabilité, ce qui fait qu'on n'a jamais eu autant de jeunes dans une crise sanitaire qui se sont flingués. Multiplication par 4 des tentatives de suicide, plus 85% des admissions en psychiatrie chez les moins de 15 ans. Tu vois, donc si tu veux, et là, on a été une société malade, parce qu'une société malade sacrifie ses jeunes pour sauver ses vieux, c'est-à-dire malheureusement, et sans évaluer les bénéfices ou dans le cas présent, les dégâts civilisationnels causés par la génération en présence, malheureusement, qu'on le veuille ou pas, il y a l'âge mûr, et comme disait l'âge Pierre Desproges, l'âge mûr, c'est celui qui précède l'âge pourri. Bon, c'est comme ça.
Et plus on avancera dans le temps, moins il y aura de gens qui auront connu l'empereur. Donc, c'est malheureux, mais c'est comme ça, tu vois. Et tu vois, cette culpabilisation-là, quand on sait que une partie non négligeable des morts sont des morts de l'absence de contact, en fait. Qui est typique, ce qui s'est passé dans les EHPAD. On les a coupés de tout. Le problème, c'est qu'on a affaire à des patients âgés, faibles, carencés et avec des syndromes de glissement. Pour la petite histoire, un syndrome de glissement, c'est un cas, c'est d'ailleurs très intéressant à étudier, le syndrome de glissement, parce que l'individu se laisse mourir. Tu vois, c'est terrible. Et donc, c'est ça qu'a emporté dans les EHPAD. Et on est arrivé à retourner cette culpabilité-là. Si tu veux, pourquoi ils se sont laissés faire? Si tu veux, c'est ça que j'ai du mal à comprendre. De la part de gens, si tu veux, qui théoriquement devraient, c'est leur âge, c'est les hormones, c'est tout ce que tu veux, devraient s'énerver pour tout et pour rien. Parce que peut-être que la différence entre ce qui se passe là avec le Covid et ce qui a pu se passer sur d'autres mouvements qui ont animé la jeunesse, alors on peut penser au CPE, ça remonte déjà un peu loin, mais la question climatique, par exemple, c'est que la question du Covid, elle a été vraiment instrumentalisée par la propagande et par une propagande totalitaire, c'est-à-dire qu'il prend en charge tous les aspects de la vie pour faire adhérer et pour créer le consentement. Et la plupart des êtres humains, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes, par définition, ont beaucoup de mal à résister à la propagande totalitaire. C'est peut-être d'autant plus vrai pour les jeunes qu'on n'a pas l'expérience de ce qui a pu se passer pendant la guerre et du communisme, de comment on arrive à passer sous le contrôle total d'un État, qui a peut-être aussi cette forme de naïveté, mais de naïveté positive. C'est une naïveté ingénue, propre à la jeunesse. Et comme la jouissance était préservée, on, on assistait à ces cours chez soi. Ça a été, j'en parle un peu dans le livre, le triptyque YouPorn, PlayStation et Netflix. Bah, finalement, l'essentiel apparaissait comme étant sauvé. Je pense que c'est la raison pour laquelle les jeunes ne se sont pas révoltés. Je crois aussi que beaucoup ont cédé au chantage par facilité, notamment juste avant les vacances d'été, pensant que une fois les armes déposées, ils seraient définitivement tranquilles. Là, avec l'histoire de la troisième injection de la mixture, tout ça est en train de changer. Et on voit bien d'ailleurs dans les études d'opinion que c'est chez le public jeune qu'il y a la plus forte dégradation de l'adhésion à la politique dite sanitaire. Parce qu'ils n'ont pas fini de la payer. Tu vois, ils n'ont pas fini de la payer. On peut penser ce qu'on veut de la mixture. Je remarque juste que des pays qui sont des dévots de la religion covidiste, que la paix soit sur lui, comme l'Australie, donc les kangourous ont pété un câble, on commence à indemniser pour échec de la mixture sur des jeunes qui ont eu des problèmes de palpitants, tu vois. Donc, si tu veux, qu'on l'accepte ou pas, il est anormal que des gens de plus en plus jeunes, avec des cœurs en très bon état, se retrouvent aux urgences cardiologiques. Anormal. Anormal. Il apparaît, cher En Pierre, tout que cas, la sainte trinité vaccinale n'apporte pas le salut à tout le monde. Ça, si tu veux, c'est une c'est évidence. problématique. C'est problématique. Et plus le temps passera, plus nous découvrirons les effets délétères que cette expérience a pu avoir sur les corps. Aujourd'hui, on constate des choses très, très immédiates, effectivement, par exemple, d'un point de vue cardiovasculaire. Je serais bien curieux
de connaître l'évolution, par exemple, de l'infertilité sur les 10 prochaines années, on aura sans doute des surprises. Entre parenthèses, il me semble que c'est la raison fondamentale de cette espèce de d'hystérie à picouser tout le monde, qui est de supprimer le groupe de contrôle. Le seul moyen, en fait, d'effacer les résultats d'une expérience scientifique foireuse, c'est de supprimer le groupe de contrôle. Comme ça, on ne peut pas avoir de comparaison sur une échelle de temps entre ceux qui ont reçu un traitement et ceux qui ne l'ont pas Très reçu. bien Je pense vu. vraiment Très que bien vu. l'obligation Très bien vu. vaccinale, c'est ça. Très bien vu. Très bien vu. Sur ce que tu disais précédemment concernant ils n'ont pas fini de payer. On approche de l'élection présidentielle et nos amis du bloc bourgeois élitaire vont s'en donner à cœur joie pour ressortir les mantras habituels sur la réforme des retraites, la réforme de l'assurance chômage, il faut aller plus loin, il faut dérembourser un certain nombre de prestations sociales, etc. Je demande à tous ceux qui nous écoutent de bien considérer que ces gens-là ont créé 650 milliards d'euros de dettes inutiles en moins de 2 ans, quand même. 650 milliards d'euros de ce que moi j'appelle la dette Great Reset, c'est-à-dire une dette qui permet de changer tout simplement le modèle économique, de tuer l'économie réelle au profit de la nouvelle économie et de l'économie de la dette. Parce qu'en soi, la dette est une économie. Elle rapporte à ceux, évidemment, qui prêtent. Donc là, on va payer d'un point de vue, enfin les jeunes notamment, vont payer par leur santé, par leur porte-monnaie, sans doute même par leur destin, les gens qu'ils n'auront pas pu rencontrer, les métiers qu'ils n'auront pas pu choisir, les études qu'ils auront dû arrêter faute de sésame. Ils vont payer pendant les 30, les 40, les 50 prochaines années la politique criminelle, et moi j'assume ce mot très facilement, qui est en train d'être menée dans notre pays, mais plus largement dans l'ensemble du monde interconnecté et inséré dans la logique globaliste. Si tu veux, tu vois, le gros problème, alors on n'est pas tout à fait de la même génération, toi et moi. Tu es plus jeune que moi. Donc, si tu veux, on va être les deux générations payantes. Hein. Donc, moi, je suis né en 86. Toi, tu es de quand, toi, 94. 94, tu vois. Donc, on a presque 10 ans d'écart. Donc, on n'appartient pas tout à fait à la même génération. Et le problème, c'est, moi, je te cache pas, je suis très inquiet, non pas pour ma génération à moi, parce qu'elle a pris c'est aujourd'hui la génération qui est la plus... les nés en 80, c'est ceux qui sont le plus en face des boomers. Tu vois, faut être très clair. Et les plus sceptiques sur l'ordre du monde. Mais les nés en 90-2000, plutôt fin 90 et 2000, je dois dire que j'ai peur pour eux parce qu'ils ont vécu une telle accélération de leurs conditions objectives, à la fois d'existence, d'autonomie, de pensée, etc. J'ai peur qu'ils baissent, tu vois, j'ai peur qu'ils baissent j'ai peur qu'ils soient recaptés par le système. Qu'est-ce que t'en penses, toi? Je partage cette inquiétude parce que je constate que chez les quelques jeunes engagés dont je fais partie, cette résistance s'appuie sur le souvenir des jours heureux et n'est possible que parce que nous savons qu'il n'en a pas toujours été ainsi. Et effectivement, chez mes petits cousins, cousines qui ont 5, 6, 7 ans, qui connaîtront leurs premiers souvenirs de vie dans cette ambiance de claustration forcée, de manipulation généralisée, de collaboration tous azimuts. Je crains que déjà cela ne laisse des traces indélébiles, mais qu'ils ne puissent même plus concevoir d'alternatives possibles.
Et donc, c'est la raison pour laquelle il y a aussi urgence. Parce qu'on peut pas faire le pari du temps pour s'en sortir en se disant, nous, notre lâcheté sera rachetée par les générations qui suivront. Non, parce que Non, génération, ça fait d'autant plus déjà, que ça fait déjà 2 générations qu'on dit ça, tu vois. Tu vois, et d'ailleurs, c'est pour les mêmes raisons. Et il y a un fil rouge entre le combat souverainiste, anti-mondialiste, aussi pour une certaine idée de l'homme et de l'éthique, et ce combat contre le totalitarisme covidiste. Moi, je suis toujours un peu surpris quand j'entends des gens qui se présentent comme patriotes ou comme défenseurs de la conception traditionnelle de la civilisation, mais qui ne voient pas ou qui ne veulent pas voir l'éléphant dans la pièce. Et on peut parler d'ailleurs de tous les sujets, d'emploi, d'immigration, de tout ce que tu veux. Si dans le même temps, on accepte de devenir les esclaves de ceux-là même qui peignent le monde que nous dénonçons, alors ces querelles sont vaines, sont juste des propos de salon et c'est du pur narcissisme. Si on veut rentrer dans le combat politique, il faut mener les combats dans le bon ordre. Et il me semble qu'aujourd'hui, la priorité, c'est de retrouver nos libertés et donc derrière nos libertés, notre capacité à produire le futur. Et nous sommes aujourd'hui en train de la perdre, c'est puisque très vague. d'autres décident pour nous. Oui, c'est la phrase que je rappelle souvent de Jack Welch. Décide de ton destin, sinon quelqu'un d'autre le fera pour toi. Or, comme quoi on peut être méchant homme mais avoir une idée assez précise des choses. Mais donc, si tu veux, le souci, c'est qu'on va être assez clair. Cette optique de liberté risque de pas être représentée au présidentiel. Alors toi, comment tu vois l'avenir du mouvement? Parce que si tu veux, on va être très clair sur le comment dire, sur le qui va incarner ça politiquement et comment le mouvement va évoluer dans les mois à venir, tu vois, parce que sauf si Florian y va, comment tu vois évoluer ça? Si Florian n'arrive pas à y aller, moi je souhaite qu'il y soit, évidemment, mais s'il n'arrive pas à y aller, il y aura certainement pas de plateforme souverainiste, moi j'y crois pas. C'est pas l'intérêt d'NDA, c'est pas l'intérêt d'Asselineau, c'est pas leur intérêt. Et Zemmour ne veut pas en parler et la mère Le Pen ne veut pas en parler. D'un côté, elle a raison vu que comme elle est bonne à rien, mieux vaut d'ailleurs qu'elle ne parle de rien. C'est ce qu'elle fait le mieux parce que voilà, elle humilie à peu près tout ce qu'elle touche. Donc voilà, si tu veux non mais elle est capable de nous refaire le même débat sur les libertés publiques, tu vois. Elle est capable de nous faire le même débat, tu vois. Elle est capable de, si tu veux, tu vois, est-ce qu'elle fait clairement la différence entre, si tu veux, entre un pass sanitaire et un ticket d'abonnement chez Carrefour? Très très difficile à dire, tu vois. Et vu la technicité des gens qui sont autour d'elle. Entre les bons à rien et ce que j'appellerais les mythomanes compulsifs, ceux qui parmi ses propres conseillers, quoi, c'est-à-dire ceux qui ont un angle de vue que je qualifierais de réduit. Tu vois, quand tu leur parles d'écologie, et tout de suite tu le vois, hein, si tu veux, ils préfèrent parler des Arabes que des arbres parce que le sujet des arbres, ils le conçoivent difficilement. Donc, bon, pas surtout, hein. Ils conçoivent bien, par exemple, les sujets liés, je ne sais pas, aux vignes, par exemple, parce que hein, ils les conçoivent à intervalles réguliers. Mais tu vois, qu'est-ce qui va arriver pour toi? Parce que là, on a quand même
une force sociale d'opposition qui est divisée de toutes les manières, c'est-à-dire qu'elle a une opposition contrôlée, une opposition non contrôlée mais dispersée. Si tu veux, ça sent pas la victoire, quoi. Le système fera tout pour empêcher Florian Philippot d'être candidat à la présidentielle. Chacun doit avoir ça en tête. Macron a rendu le parrainage des maires public. Jusqu'en 2017, il restait anonyme. Aujourd'hui, le maire qui parraine un candidat, surtout si c'est un candidat minoritaire, surtout si c'est un candidat dont on stigmatise des idées, ce maire doit aller s'en justifier auprès de son conseil municipal. Sachant que déjà en 2017, les 2 tiers des maires refusaient de donner un parrainage, on imagine la difficulté que ça va être pour des candidats courageux qui défendent de vraies idées, une véritable remise en cause du système, de pouvoir se présenter. Et donc je pense que ce sera notamment le cas de Florian Philippot, moi auquel j'apporte tout mon soutien. Mais je crains que le pouvoir en place ne soit trop fort pour lui permettre cette candidature. Ce qui me console, c'est que lui, comme beaucoup au sein de ce mouvement, et j'en fais partie aussi, ont bien compris en fait que l'essentiel ne se jouerait pas au moment de l'élection présidentielle. Je crois que sur les sujets qui nous occupent, nos adversaires vont être perdus par leur propre hubris et par le temps. Le temps joue en notre faveur parce que la question des effets indésirables rentre dans le réel de toutes les familles. Chacun connaît désormais un jeune, une femme enceinte ou un oncle, une tante de son entourage qui a eu des difficultés. Et là, on a eu le tour de chauffe avec les deux premières. La troisième, ça va être véritablement le début du festival. Et donc, quand chacun pourra constater le décalage entre le discours médiatique et la réalité de sa vie, il va y avoir un certain nombre de prises de conscience. Et ces prises de conscience, elles doivent alimenter une mobilisation beaucoup plus massive, beaucoup plus directe aussi, contre ce qui est en train de se passer. Moi, j'adhère à la théorie de mon ami Michel Maffezoli. Je crois que nous avons face à nous, plutôt que l'expression d'une grande force, on a en fait la manifestation de l'extrême faiblesse et de la fin même du mondialisme. Regarde ce qui se passe aux Antilles. Il a suffi de quelques barrages et de pneus brûlés pour que le gouvernement recule sur l'obligation vaccinale, pour qu'il réintègre des soignants non détenteurs d'un pass sanitaire dans leurs fonctions, etc., etc. En fait, ils sont très faibles et ils ne sont forts que parce que nous sommes à genoux encore aujourd'hui. On a besoin d'être plus nombreux et puis on a besoin d'assumer cet affrontement véritable. Je crois que c'est une voie du salut. Peut-être autre élément, c'est pas le seul, mais d'espoir. Il y a beaucoup de gens qui ont rallumé leur cerveau à l'occasion de cette crise de Covid. Jusqu'ici, ils pouvaient se laisser porter à peu près tranquillement, y compris en faisant partie de l'opposition. Mais là, il y a un certain nombre de questions qui sont nées depuis 20 mois. Je pense, par exemple, que le projet souverainiste a énormément progressé depuis le début de la crise du coronavirus. Ça, je suis assez d'accord. Nous sommes au milieu de l'apocalypse. L'apocalypse en grec, apokalyptein, c'est le dévoilement, en fait. Je crois que, un peu à la manière de Klaus Schwab, d'une certaine façon, cette crise sanitaire peut être une opportunité et aussi une fenêtre de tir pour les gens comme nous. Et toi, camarade, si tu veux, parce que si tu veux, l'un des points de notre génération de militants, c'est les problèmes de survie. Faut être très honnête. On les vit tous.
comment toi, si tu veux, comment tu comptes, toi, évoluer dans ce combat? Alors sur la survie, je pressentais depuis quelques années déjà ce qui risquait de se passer. J'étais pas forcément engagé de façon aussi frontale, mais je me suis beaucoup investi, par exemple, contre le projet de loi bioéthique. Et déjà, à l'époque, je mesurais ce qu'il pouvait m'en coûter, et donc j'ai tenté d'organiser du mieux que j'ai pu une forme d'indépendance qui, aujourd'hui, est très compliquée par le système. J'ai perdu des gros, et notamment un gros client. C'est une période de bâche maigre, là, que je traverse. Et ce qui est certain, c'est que le mouvement qui nous rassemble doit inventer les moyens de sa subsistance. Est-ce que ça passe par des solidarités entre nous? Je l'ignore, mais il faudra organiser ça à un moment parce que sinon, bah, on pourra plus poursuivre cette lutte. Je crois que les gens l'ont compris et ça se traduit, hein, par exemple, avec le succès de certains médias alternatifs où les téléspectateurs acceptent bah, de payer une contribution, voilà, pour financer ceux qui alimentent ces médias. J'ai compris que beaucoup de contenus, ou certains contenus proposés par le Cercle Aristote allaient devenir eux aussi payants. Ben, c'est bien normal parce que tout ça a un coût. Il y a des personnes On n'a pas le choix. On n'a plus le choix. qui passent derrière pour faire de la post-production, pour faire des couvertures de livres, etc. Donc ces Voilà. gens-là doivent bien On vivre. Il faut a, que cet on a. écosystème puisse vivre. Ça, je suis d'accord avec toi. Ouais. Voilà. Et sur ma situation personnelle, alors aujourd'hui, en 1er ou 2 décembre 2021, je crois que les choses vont encore se tendre. Et je ne serais pas étonné, à mon grand regret, je ne le souhaite pas, mais je ne serais pas étonné si dans un an, nous nous retrouvions tous derrière les barreaux d'une prison. Ça peut paraître complètement délirant de le dire. En même temps, si en décembre 2020, on nous avait S'il y a expliqué. un an, on nous avait dit qu'on tirerait dans la foule à balles réelles dans un pays qui était connu autrefois pour ses moulins pour ses moulins et ses tulipes, On n'y aurait pas cru non plus. on n'y aurait pas cru, tu vois. Moi, je veux bien. Moi, je connais bien un pays comme l'Indonésie, donc je sais ce que c'est le mauvais côté des Bataves. Mais bon, tu vois, de tirer sur les leurs, ah ouais, quand même. Ah Là, ouais, quand même. en Australie, c'est sorti à 1 heure ou deux. De personnes qui courageusement se sont échappées d'un camp d'internement et contre lesquelles on a lancé une chasse à l'homme, tel Oussama Ben Laden dans les montagnes du Pakistan. Enfin, on arrive à quelque chose vraiment et leur agenda en plus s'accélère. Autant dire que je suis pas du tout dans une logique trop prospective à titre personnel, parce que je pense qu'il faudra qu'on sacrifie quelque chose. Mais si on se sacrifie, eh bien au moins on aura gagné. C'est-à-dire comme ça que je conclus le livre, le droit à la tranquillité sur notre ligne mort. Voilà. Moi, je suis prêt à être à la rue, je suis prêt à être jeté au banc de la société si j'ai le sentiment, le jour du dernier jour, d'avoir été à peu près à la hauteur des circonstances et d'avoir eu une forme d'utilité dans la vie qui m'a été donnée. J'ai pas forcément les outils pour l'analyser, d'autres le font très bien, mais on est aussi en plein cœur d'une crise de sens. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le retour de la mort dans nos vies a suscité de telles réactions. Eh bien, combattre, ça permet de redonner un sens. Alors, il y a des combats gadgets. Hein, on va se battre contre des statues ou pour l'adoption du pronom Yel. Ça, c'est le joujou que vous donne l'oligarchie pour avoir un os à ronger. Et puis, il y a des combats bien véritables. Quand on crée une logique d'apartheid dans un pays à l'histoire millénaire, quand on va euthanasier les personnes âgées en EHPAD, quand on refuse de traiter par pure corruption, précipitant par là même des dizaines de milliers de nos compatriotes vers la mort, là, c'est un combat à mener et un combat véritablement essentiel. Si tu veux, et ça, ce sera le dernier point,
faut bien comprendre que nous, c'est très drôle d'ailleurs. En tout cas, là, je parle pour ma génération. Nous, on commence à être très inquiets pour nos gosses. On est une génération inquiète, hein, nous, les nés en 80, très, très, très clairement. Si tu veux, parce que on paye le prix de l'euphorie de ce qui était avant nous. Donc, faudra se méfier, tu vois, d'une génération comme la nôtre. Faudra se méfier. Moi, si tu veux, je ne le souhaite pas, mais je vois le soutien massif d'idées sur l'euthanasie dans ma génération. Je le vois très clairement comme vu ce que vous nous avez fait, bon, on est en droit que ça dure 10 minutes de moins. Et c'est atroce à dire, mais, et moi, je le dis toujours quand je parle de ces sujets-là, parce que comme les gens n'ont pas de conscience historique, ils vont dans la psychanalyse. Moi, à titre personnel, je suis très fier de m'aligner. Mon père est mon héros depuis que je suis gosse. J'ai une mère courage, j'adore mes parents et je ne laisserai pas mes parents. Mon père est gériatre, donc un EHPAD, je sais ce que c'est. Dans les détails. Donc ça, jamais. Mais quand je vois, à titre générationnel, la rancune qu'il y a face à des gens qui veulent continuer à être les flics, alors qu'ils ont foutu la France en l'air, je serais très, très peiné que ça tourne. Et c'est pour ça, par exemple, que l'obligation de la picouse pour les gosses, à leur place, j'oublierais. Alors, tu as vu, là, il y a une heure, Ursula von der Leyen dit il faut envisager l'obligation vaccinale pour tous en Europe. C'est tombé il y a une heure. Très bien. On sait au moins ce à quoi a servi son dîner avec le PDG de Pfizer à Washington. On est d'accord. Donc, résultat, eh ben, c'est très bien. Il faut que ça aille jusqu'au bout. Le problème, attention, c'est que le retour de bâton, si on met une mixture dans des enfants et que ces enfants tombent malades, la génération qui l'a exigé risque elle aussi de se retrouver avec des mixtures dans les bras. Parce que, si tu veux, l'optionnalité et l'obligation, c'est pour tout le monde. Hein. Ça peut se terminer en soleil vert pour certains. Je le dis. Non mais, je le dis, et à titre personnel, à titre privé, je le regretterais, à titre d'humaniste, parce que je suis humaniste. Je le regretterais, mais à titre métahistorique, à un moment, qui ouvre la porte du saloon avec les pieds, se la prend dans les burnes. C'est une loi de l'histoire. C'est comme le dit un proverbe vu que je suis de famille de marins, puisque mes deux frères le sont, mon père l'est. Je suis le seul que la mère n'aime pas et qui le regrette. Mais il y a un proverbe de marine que j'aime beaucoup, c'est qui pisse contre le vent se lave les dents. Et là, eh bien malheureusement, je crains que l'effet boomerang soit terrible pour l'affrontement générationnel, surtout que moi j'ai refusé d'y souscrire pendant très longtemps, mais quand tu vois le référendum suisse et autres, eh bien il n'y a pas uniquement une guerre de classe, il y a une guerre d'âge en Occident. Enfin, il y a une guerre d'esprit de génération en Occident, pour être précis, plus qu'une guerre d'âge. Parce que tu as des boomers qui ont 20 ans. Hein. Tu vois, mais à un moment, effacer les autres, ça va mal se finir. Et en tout cas, il faut des mecs avec un peu de courage, et c'est au courage que tu nous invites avec ce vaincre le covidisme, l'appel à la jeunesse, donc chez Perspective Libre, et on te retrouvera sur le terrain. Et n'hésitez pas à soutenir notre camarade avec ce petit brûlot bien enlevé qui est fait pour tenter de réveiller ceux qui peuvent l'être, parce que comme on le disait à Verdun, debout les morts. Merci. Merci Pierre-Yves.
Cher camarade, si tu veux plus de contenu, de réinformation, d'éducation populaire et de formation intellectuelle, n'hésite pas à faire un don sur notre page Tipeee.